Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur la radio-télévision nationale congolaise émettant de Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo. Bienvenue à votre rendez-vous du vendredi saint sur la télévision nationale. Le rendez-vous du vendredi saint, c'est deux sons de cloche, cet espace d'expression libre et démocratique, mais dans le respect des lois de la République, de l'ordre public, mais aussi de la vie privée. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous savez, l'espace public congolais est pollué par un débat houleux et époustouflant autour de la fin des mandats des élus dans les institutions. L'opposition a son langage quant à ceux, la majorité le sien, la société civile le sien, si bien que vous, le peuple, notre peuple, vous ne savez pas à quel soin vous vouez. Nous avons levé l'option, après avoir animé une émission analogue avec des politiques. Aujourd'hui, nous avons levé l'option, disais-je, d'inviter les scientifiques, des chercheurs en droit pour pouvoir nous éclairer sur ces débats qui opposent la classe politique congolaise. Et pour en parler ce soir, j'ai à ma droite invité M. Éric Bilalé. Éric Bilalé est avocat. Il est avocat au barreau de Matadi. Il est assistant permanent du secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et stratégiques au mouvement des libérations du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba. Il s'agit bien entendu de M. Fidel Babala. Il est chercheur en droit constitutionnel. M. Éric Bilalé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est pour la deuxième fois consécutive dans le cadre de cette émission. Immédiatement à ma gauche, M. Kodjo Ndoukouma Adjaï. Lui est également juriste chercheur, membre du PPRD. C'est la deuxième fois également que je le reçois dans cette émission. M. Kodjo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également avocat. Avec vous, nous allons essayer d'éclairer l'opinion parce que tous les grands que vous connaissez en matière de droit ont peur du débat, je dois le dire, et je m'assume, ont peur du débat pour éclairer l'opinion sur des questions d'ordre juridique qui divisent donc la classe politique. Voilà pourquoi nous faisons appel à la jeune génération des juristes et des constitutionnalistes pour nous éclairer. Mais le moment venu, ils nous trouveront sur leur chemin dans un débat ou dans un autre pendant les grandes élections qui arrivent. Alors, la question autour du thème de ce soir, c'est la fin des mandats des élus dans les institutions. Mesdames et messieurs, vous savez, quand on parle des élus dans les institutions, entendez par là les députés provinciaux, les gouverneurs, les sénateurs, les députés nationaux, mais aussi le président de la République. Nous allons parler au regard des textes qui régissent notre nation de cette épineuse question. Alors, qui va ouvrir le bal avec d'abord une question d'actualité, c'est la mort de Papa Wemba, l'un des grands artistes musiciens de la République démocratique du Congo. De manière démocratique, je laisse à l'un de vous de prendre la parole. Bon, merci beaucoup. 2 minutes de temps de parole. Je voudrais saluer mon confrère et remercier pour l'invitation à l'émission. Merci. Je reviens justement d'Abidjan, où le 24 avril, vers 19 h, j'étais là, sur place. Et je voudrais d'abord saluer la mémoire de Papa Wemba. Et de mon observation en tant que juriste, j'ai retenu deux choses. J'ai retenu la magnificence de l'État-nation. Ça veut dire d'abord, du côté ivoirien, il y a ce lien juridique et politique qui unit les Ivoiriens à leur État. Donc je peux vous informer que dans les heures qui avaient suivi l'annonce du décès ou le décès de Papa Wemba, Assalfo avait déjà été appelé par son président de la République, Ouattara, pour lui dire que l'État ivoirien allait l'accompagner, vu la dimension que ça allait prendre. Ça, je vous le dis. Et donc, de notre côté également, il y a eu cette même réaction de cette protection politique, de ce suivi diplomatique et consulaire, déjà par le chef de l'État, Joseph Kabila, depuis New York. Donc la magnificence de l'État. Maintenant, la magnificence de la nation, cette volonté de pouvoir vivre ensemble. Papa Wemba, il est apparu, il n'était plus simplement Anamongo, il était Anakongo et Anamonde. Vous comprenez la dimension que cela a pris. Et quand je vois, par exemple, l'image de la dépouille mortelle de Papa Wemba, peut-être pour finir par là, qui quitte le palais du peuple pour aller au village Bolokai en plein Matongé, je vois derrière le conseiller diplomatique du chef de l'État Kikaya, je vois le secrétaire général du PPRD Henri Mova, et je vois Jean-Claude Mwemba. Et ils sont en train de marcher à pied, ensemble sans tout autant avoir une connotation politique, et ils sont arrivés à Matongé où il n'y a pas eu de récrimination quelconque qui aurait pu être soulevée si
le deuil avait été politisé. Et peut-être, enfin, saluer la mémoire de ce grand artiste qui, nous pensons, va révolutionner un peu la façon de vivre, la façon de magnifier la musique et de reconnaître les mérites. Alors, Éric Bilale, pensez-vous, comme votre confrère venait de le dire, que la mort de Papa Wemba a constitué en fait une sorte d'occasion pour la nation de se réconcilier? Parce qu'on a vu opposants... Du point de vue oui. du salut à ces grands artistes, j'adhère parfaitement à la sagesse de mon confrère. Et je ne voudrais pas trop épiloguer là-dessus. La seule chose que je peux dire, c'est que Papa Wemba, c'est un grand artiste, un grand formateur, et qui nous a laissé un héritage inestimable en argent. Et sa mort a touché profondément notre amour-propre, et nous regrettons de l'avoir perdu. Et c'est tout ce que je peux dire. Alors, parce que vous avez encore votre temps de parole, il faut que vous le consommiez, à moins que vous les récupériez quand vous allez prendre la parole. Est-ce que vous avez senti quand même une certaine récupération politique dans l'organisation des funérailles? Est-ce que d'abord les funérailles elles-mêmes étaient à la hauteur de ce digne fils? Bon, les funérailles ont été méritées. Oui. Les funérailles ont été méritées à l'égard de ce qui a été fait à Abidjan. Je crois que le gouvernement de la RDC a fait quelque chose de bien à l'égard de cet artiste. Et de ce point de vue, on ne peut pas débattre, on ne peut pas nier les évidences du point de vue de l'organisation de funérailles. Au-delà de la mort de Papa Wemba, nous avons de responsabilités, nous avons beaucoup de choses à faire à l'égard de la société, nous avons des défis à relever. C'est tout ce que je peux dire en ce sens. Oui. Pour terminer, il vous reste, je crois, 7 secondes. Vous estimez, vous, comme juriste, que l'État congolais n'avait pas d'explication à demander au gouvernement ivoirien à la suite de cette mort? Bon, en droit, lorsqu'il y a mort, on doit mener des enquêtes. Et on doit chercher à élucider les circonstances du décès de la personne. Et c'est ce qui doit être fait. Le gouvernement congolais doit demander par une commission rogatoire au gouvernement ivoirien, n'est-ce pas, l'ouverture des enquêtes. On peut même aller jusqu'à l'autopsie, jusqu'à ordonner l'exhumation du corps de Papa Wemba. Ça, c'est du point de vue de droit, pour chercher la cause exacte de sa mort. Ça, c'est du point de vue de droit. Et dans cette logique, parce que je n'ai pas assez d'éléments, je me suis limité au niveau de sa chute au cancer et de son départ définitif. Je crois que les enquêtes approfondies peuvent élucider le vrai cause de sa mort. Débordement de 6 secondes de temps de parole. Monsieur Kodjo, récupérez les 6 secondes. Un complément d'information par rapport à ce qui pouvait être fait? Oui, j'étais... Carrément, il n'y a rien autour de sa mort et que les deux nations, deux États peuvent continuer à garder les bonnes relations. On a vu quand même une délégation importante de la Côte d'Ivoire ici. Oui, en tant que juriste, mais aussi en tant que personne présente sur les lieux. Moi, j'étais même à Ivosep, la morgue principale d'Abidjan. J'ai suivi le discours du ministre de la Culture qui était là sur place. Donc nous étions dans un espace géographiquement rapproché avec le ministre de l'Intérieur Bakayoko et le ministre de la Culture. Et donc, il disait que eux, sur le plan sanitaire, ils avaient mené toutes les investigations nécessaires pour voir même la responsabilité du secours médical, s'il avait traîné ou pas. La fille de Papa Wemba parlait d'une certaine négligence, mais pardonnable, selon elle. Et qu'ils étaient disposés à mettre à la disposition de tout le monde qui le requérait les éléments qu'ils avaient faits sur le fonctionnement eux-mêmes de leur propre service. Alors, par rapport à ça, il y a mort d'homme, il y a la volonté de la famille. Est-ce qu'on veut plutôt faire de l'apaisement? Est-ce qu'on veut plutôt faire son deuil? Parce que, de toutes les façons, la mort est venue et qu'elle est irréversible. Très bien. Avec un supplément de 4 secondes de temps de parole que M. Éric Bilale va récupérer aussitôt qu'il prend la parole pour entrer dans la matière. Nous allons parler, je l'ai dit en avant-propos, de la fin des mandats des élus. Nous utilisons le pluriel parce que les élus, ce n'est pas seulement le président de la République, c'est aussi les députés provinciaux qui sont
qui ont été élus depuis 2007, les gouverneurs de province élus depuis 2007, les vice-gouverneurs, mais aussi les sénateurs depuis 2007. Ils sont déjà à 9 ans, donc depuis qu'ils sont là-bas, ils ont largement dépassé le délai de leur fonction. Les députés nationaux, eux, sont... la validation de leur pouvoir est intervenue en février 2012. Ça suppose que la fin de leur mandat interviendra en février 2017. Est-ce qu'on aura violé la Constitution ou pas? De même pour le président de la République, dont le mandat court, mais autour duquel il y a une polémique. Nous tenterons avec les invités, après cet exposé que je viens de faire, donc de comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, Monsieur Éric Bilalé, c'est vous qui commencez parce que vous avez un temps à récupérer. Comment comprenez-vous cette notion du début et de la fin des mandats des élus dans les institutions, du point de vue du droit? Ouais, du point de vue du droit, je voudrais préciser une chose, qu'il faut éviter un amalgame entre les mandats des élus autres que les présidents de la République. Parce que de ce point de vue, certainement que les dénominateurs communs entre tous ces élus, c'est que leur mandat émane du peuple, n'est-ce pas, qui les a choisis par un électorat fonction, qui engendre un mandat représentatif. Et du point de vue de l'exercice, il faut toujours analyser de manière distinguée le mandat de chaque catégorie des élus. En droit, à la fin de mandat, chaque élu, porteur de mandat du peuple, le souverain, est censé les retourner à son auteur pour que ces derniers puissent l'accorder à une autre personne de son choix. Ça, c'est une obligation, je crois, qui ne peut pas être négligée. Et lorsqu'à la fin du mandat, à la suite de certaines circonstances, du moins, je parle des autres élus que le président de la République, à la fin du mandat, il n'y a pas eu organisation des élections pour remplacer ces élus, ceux-là vont continuer à exercer de sorte qu'il n'y ait pas vide. Parce que dans les cadres, par exemple, des députés provinciaux, dans les cadres, par exemple, de députés nationaux ou des sénateurs, il n'est pas prévu un mécanisme de substitution au cas où ce dernier serait à la fin mandat et qu'il n'y a pas eu élection. Il n'y a aucun mécanisme prévu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que les Sénats est à la fin mandat et que les sénateurs doivent partir du Sénat. Il y aura un vide parce qu'il n'y a pas eu élection. On ne sait pas quand seront organisées ces élections. Du point de vue du droit, c'est totalement absurde. Je vois inepte d'affirmer des choses telles que faire partir les sénateurs parce qu'ils sont à la fin mandat. Qui l'a dit? Personne non, l'a dit sur ce plateau. Dit, du point de vue de droit, s'il faut les dire, oui. C'est une hypothèse. Il est permis de réfléchir par présomption aussi en droit. Donc, le Sénat est là parce qu'il n'y a pas encore élection de nouveaux sénateurs. Et si à la fin de leur mandat, les députés nationaux sont là, ils seront là parce qu'il n'y a pas encore élection des nouveaux députés nationaux. Est-ce que la même logique tient quant au président de la République? Exactement. C'est ça l'intérêt du débat. Cette même logique ne tient pas lorsqu'il s'agit du président de la République. Présentez vos moyens de défense, maître. Parce que pour ces derniers est prévu, de par la Constitution, le mécanisme d'intérim. Vous comprenez? Ces mécanismes d'intérim, comme je l'ai dit, trouvent sa source dans plusieurs hypothèses. Certainement que la notion d'empêchement définitif qui s'oppose à l'empêchement provisoire, n'est-ce pas, est susceptible d'autopsie si les présidents de la République, à la fin du mandat, c'est-à-dire lorsqu'il n'est plus porteur du mandat du peuple, n'est-ce pas, doit les retourner. Et surtout lorsqu'il est à la fin de son deuxième mandat. Et parce que ça n'est plus renouvelable, il doit les retourner au peuple. Et le premier mécanisme de retour au peuple, lorsque par exemple il y a élection préalable d'un nouveau président de la République,
pendant que le mandat du président en exercice court encore, parce que de par la Constitution, l'élection du nouveau président de la République est supposée être convoquée 90 jours avant la fin du mandat. Et on suppose que dans les 90 jours, il y a élection d'un nouveau président de la République qui doit succéder au président à l'exercice. Ce n'est que dans cette hypothèse, lorsqu'il y a élection au préalable du nouveau président de la République, que le président en exercice, suite à des circonstances telles que la proclamation définitive des élections attardées par la Cour constitutionnelle, compte tenu de vérifications, des moyens de preuve apportés par la CNI ou par les candidats contestataires des élections, et que la proclamation définitive des résultats intervienne, par exemple, le 15 décembre, alors que le président en exercice est à 3 jours, 4 jours pour la fin de son mandat. Et là, parce que la Constitution exige la prestation du serment d'un nouveau président de la République 10 jours après la proclamation des résultats définitifs, cette hypothèse est tenable. Les dépassements de 4 jours ou 5 jours constitutionnellement prévus implicitement par l'article 72, je crois, si je m'abuse. N'est-ce pas? Les présidents prêtent 10 jours après. Or, les résultats définitifs ont été proclamés les 15. Et 10 jours après sa fin, le 25. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là que l'article 70 dit qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation définitive du président élu. Temps de parole consommé, 5 minutes plus 45 secondes. Maître Kodjo Ndoukouma, présentez vos moyens de défense. Bon, je note avec satisfaction que le principe évoqué par mon confrère de restitution du pouvoir à terme est un principe de droit qui n'est pas discutable. Mais la Constitution organise les modalités de cette remise de pouvoir. Donc, moi, je vais d'abord partir des sources du droit. C'est important de former les bases avant d'y aller. Donc, les sources du droit nous permettent de savoir où aller puiser une réponse lorsque une question de droit est posée. Et nous sommes sans ignorer que la majorité, les députés ont saisi la Cour constitutionnelle en interprétation justement de ces questions qui font l'objet de notre discussion. Et en matière d'interprétation, donc je forme d'abord les bases. En matière d'interprétation, le juge doit d'abord, ou même tout juriste, doit d'abord s'attacher à la lettre de la loi et, en cas de doute, aller interroger l'intention du législateur, parce que l'interprétation est un art qui ne laisse que peu de place aux figures libres. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre Constitution? La Constitution de février 2006 a été élaborée sur base de l'article 104 de la Constitution du 4 avril 2003 de la transition. Et quand vous lisez l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006, vous vous rendez compte que le travail préparatoire d'élaboration de la Constitution actuelle avait été confié au Sénat et au Sénat de la transition et à l'Assemblée nationale de la transition. Donc, par rapport aux réponses que nous devons donner, on recourt aux travaux préparatoires de l'élaboration de la Constitution. Pour quelles raisons? Pourquoi pas la Constitution directement? Non, parce que je peux lire l'article 70 de la Constitution pour le chef de l'État qui dit qu'à l'alinéa 2, à la fin de son mandat, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Je peux vous énumérer également l'article 103 qui concerne la succession, le mandat et la succession des députés. Je peux vous lire l'article 105 qui concerne également les modalités de succession des sénateurs. Mais ça ne nous avance pas parce que nous sommes dans une discussion de droit. Et j'ai préféré dire quelles sont les techniques de discussion s'il faut connaître l'esprit et la lettre de la loi. Et donc, par rapport au rapport de la Commission politique, administrative et juridique relatif à l'avant-projet de la Constitution de la République démocratique du Congo, je vais maintenant dans l'intention du constituant dérivé, parce que le constituant primaire, c'était le référendum de la population. Au niveau de l'article 70
de la Constitution que nous avons actuellement, il est dit que cet article avait subi 2 amendements. Le premier amendement ne concerne pas notre débat. Le deuxième amendement dit ceci, qu'au 2e alinéa, il a été ajouté que le président de la République sortant, puisse rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu, afin d'éviter le vide institutionnel. C'est ainsi libellé ou c'est vous qui dites des choses par cœur, maître? C'est ainsi libellé. J'ai pris la peine de ne pas faire la synthèse de mes arguments pour les puiser dans leur source, parce que j'ai parlé de la source. Et donc, à l'époque, le 25 avril 2005, la date de présentation de ces travaux préparatoires, le président de la PAJ, c'était l'honorable Mwando Simba Charles. Et le président de l'Assemblée nationale de la transition à l'époque, c'était le président Olivier Kamitatou. Et le rapporteur, c'était Simon Bolengue. Bon, qui sont tous maintenant dans le G7. Donc, si nous devons nous... Ce n'est pas leur texte, c'est le texte de l'Assemblée. Eux, ils n'ont été qu'en fonction à l'époque. Enfin, je ne sais pas ce que vous insinuez par là. Allez-y, présentez vos moyens de défense, je vous en prie. J'insinue par là que ce sont aujourd'hui des personnalités qui défendent une thèse de vacance du pouvoir, alors que les travaux, donc vacances à terme du pouvoir, alors que les travaux préparatoires ayant donné lieu à la Constitution actuelle disent clairement que l'alinéa 2 avait été ajouté pour éviter le vide institutionnel. Je vais encore, parce qu'on parle de tous les élus, il n'y a pas que le chef de l'État. À l'article 221, dans les travaux préparatoires... C'était l'avant-projet de la Constitution. Oui, ouais. J'ai expliqué les sources pour qu'on ne revienne plus sur les bases. Oui. Il est dit également que, comme pour l'article 217, afin d'éviter le vide juridique à la fin de la transition, les membres de cette commission-là ont voulu que les compétences des cours administratives d'appel demeurent. Donc vous lirez le même esprit à l'article 222 de la Constitution actuelle, qui dit que les institutions même de la transition, pour une Constitution de 2003 abrogée, donc les institutions même de la transition restent en fonction jusqu'à l'installation des institutions correspondantes. Donc, dans l'esprit des rédacteurs de cette Constitution, ils ont tout fait pour éviter le vide institutionnel. Ça, c'est déjà le principe. Maintenant, je vais aller sur les questions d'empêchement. Nous sommes toujours dans les sources du droit. Et je me réfère là à la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et l'article 84, alinéa 2, dit ceci. Il y a empêchement définitif lorsque le président de la République se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les lois de la République. Donc, l'empêchement définitif dont il est question dans l'article 74, si je m'abuse, de la Constitution, est défini par le droit positif congolais. Donc, il n'y a pas lieu à interprétation ni à tergiversation. Pourquoi? Parce que l'empêchement définitif d'un député ou d'un sénateur existe. C'est pour cela que la suppléance... Vous avez déjà débordé d'1 minute 30 secondes. Je vous laisse continuer et oui, Maître Eric va récupérer ce temps de parole. Oui, ça veut dire l'empêchement définitif est une circonstance de fait qui opère non pas sur l'institution, président de la République ou Assemblée, mais qui opère sur la personne. C'est le cas de démission, des décès ou de ce que je viens de lire. Et pour les élus du peuple qui seraient dans un cas d'empêchement définitif par décès ou par démission, la suppléance est prévue. Donc vous voulez dire que pour le président de la République, il n'y a pas de suppléant par rapport aux députés et aux sénateurs, c'est ça? Pour le président de la République, il a été abordé le cas de vacances. Mais le cas de vacances n'est possible que lorsqu'il y a empêchement définitif. Et ce n'est que quand il y a empêchement définitif du président de la République... Pour le commun des mortels, expliquez-nous la notion d'empêchement définitif. Je viens de le lire. Oui. Ça veut dire que c'est toute circonstance qui crée une incapacité physique ou mentale dans la personne qui exerce la fonction et qui doit pouvoir être déposée. C'est ça l'empêchement. Donc, lorsque nous arriverons au terme du mandat du chef de l'État,
en lisant les travaux préparatoires, le vide institutionnel ne sera pas possible parce que le constituant a voulu qu'il n'en soit pas ainsi. Et ce vide ne pourrait avoir lieu que s'il y a cas d'empêchement définitif. Et la non-organisation des élections, par hypothèse, à cette date, ne constitue pas un cas d'empêchement personnel du chef de l'État. C'est la dernière question avant que Maître Eric Bilalé prenne la parole. Vous avez dit que le constituant n'a pas voulu qu'il y ait un vide institutionnel. En d'autres termes, le constituant a institutionnalisé une éternité au pouvoir, c'est ça? Je vais lire... Très rapidement, très rapidement. Je vais lire l'article 103 pour ne pas... Ça veut dire qu'on peut rester au pouvoir pour l'éternité, c'est ça? Je vais lire l'article... Non, 105, ça m'intéresse davantage. Le Sénat est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible. C'est ça le principe de la dévolution du mandat à terme. Maintenant, dans les travaux, il a été ajouté partout, l'article, l'alinéa 2. Le mandat du sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à l'installation du nouveau Sénat. Ça veut dire ceci, que même dans le cas présent où le Sénat n'est plus dans ses 5 ans de principe, il ne peut pas être mis en congé le Sénat tant que l'installation d'un nouveau Sénat n'est pas intervenue. Très bien. La même chose pour le président de la République. Merci. Et pour tous les Merci, autres. Maître Kodo. Maître Eric Bilalé, est-ce que vous avez la même intelligibilité de la notion d'empêchement définitif avant que nous n'abordions la notion d'intérim que vous avez évoquée? Je voudrais d'abord, parce qu'il s'agit de l'interprétation, on a saisi la Cour pour interpréter ces dispositions. Je voudrais, avant de développer certains moyens, rencontrer certains moyens développés par mon confrère, relever d'abord le fait que, pour interpréter une disposition, la nécessité d'interprétation exige que l'on interprète une disposition. Et lorsqu'il n'y a pas nécessité à interpréter une disposition, on ne les fait pas. Et ça n'est pas que quelque chose de théorique. L'actuelle Cour constitutionnelle, pas plus loin que le 14e jour du mois de février de l'année en cours, l'a démontré au travers de son arrêt Erconst 186, lorsque saisi par les présidents de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale en interprétation des articles 166, 146 et 147 de la Constitution concernant la question de savoir si, lors du débat relatif aux motions de censure ou de défiance contre le gouvernement ou l'un de ses membres, l'Assemblée nationale peut faire usage de motions incidentielles ou de motions préjudicielles. La Cour a été claire. Après avoir ordonné la jonction de 2 requêtes, elle a affirmé un principe sacro-saint des droits publics, tant constitutionnel que constitutionnel détaillé. In claris non fit interpretatio. Aux actes clairs, il ne faut pas apporter une quelconque interprétation. Ce n'est pas que le principe, mais aussi toute une doctrine d'essence claire. Comme pour dire que mon confrère a soulevé, par exemple, les travaux préparatoires. Je n'en récuse pas la validité. Je suis un partisan de l'interprétation génétique recherchée dans les travaux préparatoires d'un texte. Mais lorsqu'il s'agit de dispositions de l'article 70, les travaux préparatoires disent exactement ce que dit l'article 70. Lorsqu'il s'agit de cet article, on vise les temps. Parce qu'on voit les hypothèses de la proclamation définitive des résultats, comme je l'ai démontré ici, et que pour sauver l'alternance en public, les présidents élus sera accueillis. Parce que les temps de 10 jours, c'est à la fois un délai domestique et protocolaire. Les temps que l'ancien président sorte de la maison civile et la mette à la disposition de l'actuel élu. Les temps que l'actuel président élu invite ses homologues internationaux aux fins de participer à sa prestation des serments, ça peut prendre 10 jours suffit, n'est-ce pas? C'est ça le délai dont il est question ici. Dans cette hypothèse, lorsque les résultats sont proclamés, par exemple, comme je l'ai dit, le 15 décembre par la Cour constitutionnelle, 10 jours après, on peut aller 5 jours au-delà du mandat de l'actuel président. Et c'est ça, cette logique d'attente
jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Parce qu'on suppose que l'élection a été convoquée 90 jours avant, parce qu'il y a une interprétation systémique de ces dispositions. On ne les interprète pas de manière disparate. Je vous laisse continuer, maître. Je vous laisse continuer. Une seule question, c'est pédagogique en même temps cette émission, c'est pour permettre au public de comprendre. Lorsque vous dites que le président, à la fin de son mandat, le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Ceci suppose qu'il faille avoir eu des élections. Évidemment. Dans le contexte congolais, pensez-vous qu'on peut avoir les élections dans le délai pour avoir un président élu lorsque l'OIF, la CENI, déclare, atteste qu'il est impossible d'organiser les élections sans avoir révisé le fichier électoral? Évidemment, ne pas organiser les élections par la CENI ne profite pas au président de la République en cours de mandat qui sera à la fin de son deuxième mandat. Si la CENI ne parvient pas à organiser les élections, l'élection présidentielle plus particulièrement, n'est-ce pas, parce qu'il sera à la fin de son mandat, de son deuxième mandat, et il sera obligé de partir, son mandat infini, il n'est plus porteur du mandat du peuple. Oui, il sera obligé de partir, mais qu'est-ce qui va se passer? Le 19 décembre, il deviendra de droit sénateur à vie. Il acquiert un autre mandat viager, de par la volonté du constituant originaire. Il sera sénateur à vie, le 19 décembre. Donc, ça ne sera pas compatible qu'ils soient en même temps sénateurs à vie, le 19 décembre, en même temps continuer à assurer les fonctions pour lesquelles il n'a pas mandat. Il n'aura plus de mandat. Il sera sénateur à vie. C'est un mandat viager, lui conféré des droits par les constituants. Il sera au Sénat à partir du 19 décembre. Et je voudrais réaffirmer ici que lorsque nous parlons de l'empêchement définitif du président de la République actuelle, nous ne disons pas que cet empêchement définitif, c'est la non-organisation des élections. La non-organisation des élections, n'est-ce pas, de l'élection particulièrement, d'un nouveau président de la République, est une cause, n'est-ce pas, qui a comme effet l'empêchement définitif de l'actuel président à la fin de son mandat. Parce que l'empêchement, par définition, c'est tout obstacle de droit ou des faits qui empêchent le président de la République à exercer un mandat, un droit, une fonction. Il y a beaucoup d'hypothèses et ça n'est pas exhaustive. La loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, telle que relayée par mon confrère, invoque l'une des hypothèses d'empêchement. C'est l'article 84. Et ça n'est pas exhaustive. Certainement que dans la conception traditionnelle, la loi organique vient compléter la Constitution. Pour autant, ces compléments n'est pas exhaustif. Comme pour dire que la non-organisation des élections va engendrer l'empêchement dans les chefs parce que le président actuel ne saura pas attendre. Attendre qui? Parce que dans l'esprit du constituant, lorsqu'il a été institué, le fait que l'actuel président, ou les présidents en exercent pas l'actuel, parce que c'est général, cette disposition concerne n'importe qui, oui. Le président en exercice attend l'installation effective d'un nouveau président élu, c'était dans l'objectif de sauver l'un des piliers fondamentaux de la démocratie, l'alternance au pouvoir. Et il faut faire toujours, même dans les travaux préparatoires, ça a été accepté par tous, l'interprétation sémiologique, une certaine sémiologie, voire certaines conjugaisons des verbes. Voir par exemple, lorsqu'on conjugue le verbe élire au passé simple, on suppose qu'il a été élu dans le passé. Ça n'est pas actuel. Et pour ça, mon confrère sera d'accord avec moi que je ne fais pas l'apologie de quelque chose qui ne soit pas fondé. 7 minutes 20 secondes de temps de parole. Maître Kodio, au 19 décembre 2016, l'actuel président de la République devient ipso facto sénateur à vie et donc incompatibilité à exercer les fonctions de président de la République. Présentez vos moyens de défense quant à ce. Non, je suis très content de cet échange. Il y a cette question que vous me relancez, mais je relancerai également la question sur la nécessité d'interprétation, l'opportunité d'interprétation qui dépend du juge lui-même. En fait, je me réfère toujours aux sources du droit. C'est soit la Constitution, soit la loi,
soit la jurisprudence, et ensuite c'est la doctrine. Donc tout ce qui est le savant juriste qui s'exprime. Alors, je me réfère à une ordonnance de l'administrateur général du Congo du 14 mai 1886 sur les principes à suivre dans les décisions judiciaires. Parce que là, on parle de la Cour constitutionnelle. Il dit, quand la matière n'est pas prévue par un décret, décret à l'époque, ça avait une valeur constitutionnelle parce que c'était le roi, un arrêté ou une ordonnance déjà promulguée, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes locales, les principes généraux du droit et l'équité. Il est de principe général de droit que la fonction d'une autorité publique commence à l'investiture jusqu'à sa désinvestiture. Vous avez raison, au niveau constitutionnel, que après le mandat du chef de l'État, il doit devenir sénateur. Mais il y a ce principe de l'investiture et de la désinvestiture. Et c'est là qu'on revient à l'article 70. Tant que le chef de l'État, ou même un élu, n'est pas encore désinvesti par la présence d'une autre autorité correspondante, par principe d'élection, parallélisme de forme, cette autorité n'est pas encore désinvestie de sa fonction. Donc, le 19 décembre, ça ne sera pas par magie qu'une transmutation va s'opérer dans le chef du président de la République, qui passera de président de la République à sénateur. Pourquoi? Parce que dans le fonctionnement des institutions, c'est que moi j'appelle la mécanique du pouvoir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reprenne les oripeaux du pouvoir. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait la présence d'un élu. Et même s'il doit aller au Sénat, il y a, avant d'être député, on l'a vu, il y a des gens qui ont été élus, je ne vais pas citer les noms, mais que la Cour suprême de justice n'a pas voulu, dont la Cour suprême de justice à l'époque avait annulé l'élection. Ils n'ont pas été députés parce que le député commence sa fonction à la ou le sénateur, à la validation de ses pouvoirs. Et je le dis assez bien parce que j'ai été directeur de cabinet à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour dire ceci. Nous revenons donc, là c'est les principes généraux, investiture, désinvestiture, et pour que je puisse changer de statut, je dois être désinvesti par un correspondant. Ça c'est le principe, et on revient à l'article 70. Je suis tout à fait d'accord sur la nécessité d'interprétation. Le juge constitutionnel peut avoir une tendance. C'est ce que d'ailleurs on appelle la jurisprudence. Parce que la jurisprudence va dans certaines habitudes du juge. Mais le juge constitutionnel est juge de l'opportunité. Il peut faire un revirement. Ça veut dire si pour la motion de censure ou les motions de défense, il dit qu'on n'interprète pas, mais là il y a une question de droit importante qui se pose parce qu'il y a eu un débat dans la presse avec des positions. L'illustration, c'est ça. Vous avez une position, moi j'en ai une autre. Et le juge constitutionnel est à la fois juge de la Constitution, il est à la fois également autorité qui régule la vie politique. Ça veut dire que ce que je dis ici, je n'ai pas le temps d'aller là-dedans. Le juge, avec les travaux de Hans Kelsen et de Jean Habermas, le juge est un aiguilleur de la vie politique. Dès qu'on a dit qu'il y a un juge constitutionnel qui est là pour veiller au respect de la Constitution vis-à-vis des autres pouvoirs publics, il devient d'une part un législateur négatif. Parce que lorsque, par exemple, vous dites on prend une loi et que le juge vous dit que cette loi est inconstitutionnelle, en fait, il efface une loi qu'un autre législateur a écrite. Et quand il vous aiguille, il dit voilà, vous allez dire que la personne est sénateur à vie à partir de tel moment, mais moi je vous dis que je vais interpréter. Le juge de la Cour constitutionnelle est souverain et il peut pouvoir faire un revirement et statuer sur une question qui soulève des passions dans la vie politique parce qu'il est également il joue également un rôle d'apaisement de la vie politique. Vous avez encore votre temps de parole. Juste une seule question pour donner l'avis à l'émission. Je parle moins pour vous laisser, vous, le temps de beaucoup parler, éclairer l'opinion. Lorsque votre co-débatteur dit que il faut que les élections, le scrutin soit convoqué 90 jours avant l'élection du président de la République et que si la CENI n'organise pas les élections, elle ne rendrait pas un bon service au président de la République. Qu'en pensez-vous quant à la convocation de l'électorat? D'abord, je vais dire que pour le cas d'empêchement définitif, la seule cause de droit, c'est ce qui est dans la loi, ça veut dire un manquement grave
soit une condamnation ou ceci. Et je ne pense pas qu'on doive ajouter quelque chose d'autre, même si la doctrine peut aller plus loin. Maintenant, je reviens sur votre question, en prenant l'article 73 de la Constitution. D'ailleurs, c'est le professeur Njoli qui a dit que ce débat que nous faisons sur la fin des mandats ne peut pas prospérer sans pour autant tenir compte de l'article 73 de la Constitution, qui dit « Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission nationale électorale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. » J'ai avec moi le lexique du droit constitutionnel ici qui définit le scrutin. Le scrutin, c'est un ensemble d'opérations. C'est ça qui nous ramène à l'article 211 de la Constitution. Parce que vous avez dit qu'il faut faire une lecture systémique. Et nous avons le même raisonnement. L'article 211 de la Constitution dit ceci, alinéa 2. La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment l'enrôlement des électeurs, la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum. Donc, quand on demande à la CENI d'organiser le scrutin correspond à deux opérations, opération de vote et opération de dépouillement. Mais la Constitution de 2011 place ce scrutin dans le cadre d'un processus qui débute de l'enrôlement des électeurs et de la tenue du fichier électoral. Donc, si la CENI n'est pas en mesure d'accomplir l'acte de son devoir qui lui est prescrit par l'article 73 de la Constitution, la CENI doit pouvoir se référer. Et que ce soit la jurisprudence de la Cour suprême de justice ici, que je vais pouvoir lire à un moment donné, reconnaît les cas de force majeure ou de circonstances dirimantes qui évitent de tenir un délai. Est-ce que vous me permettez de lire? Volontiers. Mais il va récupérer, hein. C'est oui, vraiment de manière équitable. Là, nous sommes en 2006, parce qu'on est sur une question de délai. Et la jurisprudence constitutionnelle, jusqu'à revirement, lie toutes les autorités pour le présent et pour le futur. Et il est dit ceci. C'est ainsi qu'aux élections de 2006, pour tenir compte de ce facteur qui s'impose à tout, parce que dans l'ancienne loi, il avait été dit entre les deux tours de la présidentielle, il fallait qu'il y ait simplement 15 jours. L'arrêt de la Cour suprême de justice R-Const 38 TSR du 15 septembre 2006 a tranché en ces termes, jusqu'à ce qu'il y ait revirement. Il y a dès lors lieu de se référer à ce dernier article et de relever que le délai de 15 jours qu'il fixe pour l'organisation du second tour du scrutin est une prescription de procédure dont le respect s'impose dans les conditions normales. Mais dont, ça c'est le juge de la Cour constitutionnelle, excusez-moi. Il faut chuter, allez-y. Mais dont le non-respect ne saurait affecter la régularité de l'élection lorsque des circonstances objectives extérieures, aussi bien à la volonté des acteurs de l'élection qu'à celle de ceux qui ont la charge de l'organisation de celle-ci, ne permettent pas de le respecter. Ça, c'est le juge constitutionnel qui est en train de s'exprimer. Et in tempore non suspecto, parce qu'on était, dans la transition où, que ce soit le RCD, le MLC, le PPRD, c'était l'ex-gouvernement, était là. Donc, ok. Merci beaucoup. On va revenir à vous. Maître Éric Bilale, pour oui, je voudrais rencontrer votre réplique proportionnelle. De moyens de manière méthodique. Je ne sais pas, le confrère a invoqué le fait que le décret de 1886 qui trace le chemin à suivre en matière d'application des lois de sources avait une valeur constitutionnelle. Vous avez dit ça? Allez-y, vous ne posez pas de questions. Allez-y. Si c'est ce que vous avez retenu. Attendez, non, c'est très important. C'est juste important. Ouais. L'ordonnance, ça c'est enseigné, nous sommes de la même université, par le professeur Vundu Awete Pemako. Évidemment. Qui parle de la valeur supralégislative des actes pris par l'administrateur colonial ou par le roi des Belges. Ça a une valeur supralégislative. Bon, ça a une valeur législative. Supralégislative, dit-il. C'est le prof Vundoua, oui. Ce qui est supralégislatif, c'est la valeur constitutionnelle. Alors qu'à l'époque, nous vivions sur base d'une constitution non écrite, une constitution coutumière, non écrite. Ça n'était pas les décrets. Les décrets avaient une valeur législative, étaient une loi. Aujourd'hui, en vertu du principe des parallélismes des formes et des compétences, on peut modifier ces décrets par une loi.
je voudrais aussi revenir sur l'investiture. Je salue votre passage comme directeur de cabinet du président Bouchab à l'Assemblée nationale. Merci. Avec beaucoup d'éloges. Mais je vous affirme que vous n'avez pas assisté à l'investiture d'un sénateur à vie. Son investiture est consacrée par la Constitution. Et je vous assure que le règlement intérieur, sénateur? Parce que vous invoquez des sources... Il s'agit de quel sénateur? Je parle du sénateur à vie. Il n'y a que des anciens présidents de la République qui sont sénateurs à vie. Il n'y en a jamais eu, c'est ce que vous voulez évidemment. dire. Oui, parlez de manière limpide pour le public. Oui. Je l'ai dit de manière limpide. Oui. Les règlements intérieurs du Sénat ne disent rien à propos du sénateur à vie. Parce que c'est la Constitution qui les dit, c'est de droit. Vous comprenez? Je voudrais revenir sur le fait Est-ce qu'il ne voulait pas dire, je vous laisse continuer, est-ce qu'il ne voulait pas dire, il est là, il se défendra, est-ce qu'il ne voulait pas dire que tant qu'il n'y a pas un président élu, il est difficile de faire la remise et reprise? Qui va gérer les dossiers de la République? Lorsqu'il n'y a pas un président élu et que vous êtes à la fin mandat, vous partez parce qu'il n'y a pas un président élu. Vous ne pouviez, parce que la raison d'être de cette disposition, c'est qu'il y a un président élu. Je voudrais que vous nous aidiez, quand il part, admettons, lorsqu'il part, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il part, il y a un vide, c'est ça la vacance. Parce que l'empêchement définitif, parce qu'on est à la fin mandat, n'est-ce pas, est l'une des causes des vacances. Et la Constitution parle de l'une des causes, c'est exhaustif, ce n'est pas exhaustif. Qu'est-ce que dit la Constitution à propos de la vacance? Écoutez, la Constitution dit ceci. Je peux vous lire une extase sur la disposition. 75, en cas de vacances pour cause de décès, des démissions ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par les présidents du Sénat pour toute autre cause d'empêchement définitif. Et l'une des causes d'empêchement définitif, c'est la fin mandat et la restitution de celui-ci à son géniteur, qui est le peuple souverain. N'est-ce pas? Le président de la République en exercice, à la fin de son mandat, va les restituer au peuple géniteur de mandat. C'est lui qui les donne. Il est le souverain, article 5 de la Constitution. Qui va les donner à une autre personne? Il va les donner quand? Après l'intérim, qui va organiser l'élection présidentielle dans un délai de 90 jours au plus. C'est ça la logique du constituant. Personne ne peut s'en écarter parce que cette logique, elle est impérative. Je voudrais revenir sur l'opportunité de l'interprétation. Les confrères ont paisiblement invoqué le fait que la Cour constitutionnelle peut interpréter par opportunité. Non. 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 Les juges constitutionnels n'interprètent pas par opportunité. On interprète parce qu'il y a un flou, parce qu'il y a l'ambiguïté, parce qu'il y a l'amphibologie, n'est-ce pas? Et que l'interprétation consiste à décanter les sens, n'est-ce pas, du texte. C'est ça le sens de l'interprétation. C'est une activité de connaissance. C'est une activité de connaissance. La nécessité d'interprétation exige l'amphibologie. Et pour interpréter, il faut qu'il y ait le flou. Lorsqu'il y a la clarté de la disposition, c'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu ici, la doctrine des sens clairs, qui a déjà été appliquée par la jurisprudence de la Cour. Certainement que la Cour peut se revirer, parce que vous savez, l'interprétation est une activité suspecte. Et l'interprétation peut saper les fondements juridiques de toute une nation lorsqu'elle est mal faite. Et la Cour constitutionnelle, pour interpréter, doit nous dire que telle disposition entretient de l'obscur libelli en ce qui concerne tel cas ou tel cas. Si pour les dispositions pourtant complexes des articles 146 et 147 de la Constitution, la même Cour a affirmé qu'il y avait la clarté et que ces dispositions étaient limpides et ne donnaient lieu à aucune interprétation, a fortiori pour les dispositions les plus claires de l'article 70. Est-ce que pensez-vous que la même Cour va se revirer à 180 degrés? N'influencez pas la Cour. Hein? Non, je vous pose la question. Je respecte la Cour. Il y a mes maîtres. N'est-ce pas? Il y a mes maîtres. Je voudrais plutôt dire que la Cour, n'est-ce pas, certainement, comme l'a dit mon confrère,
je suis d'accord avec Max Weber que le procès constitutionnel présente des analogies du jeu politique. Avec le jeu politique, on peut le perdre ou le gagner. Et dans cette perspective, plus la démocratie s'affirme comme, n'est-ce pas, le jeu politique dont la présupposition demeure la Constitution où se déroule empiriquement son spectacle, n'est-ce pas, plus les contentieux constitutionnels peuvent évoluer. D'où la nécessité d'avoir au sein de juridictions de la trempe de la Cour constitutionnelle de personnalités imprégnées de l'esprit d'indépendance et d'impartialité, des personnalités capables. Je vais en venir, parce que je dois consommer quelques minutes, depuis il va en ajouter. J'ai le chrono. Ouais. Je suis très averti, j'ai le chrono avec moi. Je vous relance, non, je vous relance. Parce que le public le constate, j'ai organisé avant vous une émission similaire sur la même matière. C'était entre politiques, il y a eu divergence. Vous êtes sur le plateau des juristes, de surcroît des avocats. On s'est noté effectivement que vous n'avez pas le même entendement de certaines dispositions constitutionnelles. Vous pensez que cela n'appelle pas l'arbitrage de la Cour, de la Haute Cour? Nous avons le même entendement, à moins qu'on ait la mauvaise foi. À moins qu'on ait la mauvaise foi. Comme je le disais tantôt, au sein de la Cour, il faut des personnalités teintées d'indépendance et teintées de la démocratie. C'est connu, il y en a. Oui, parce que, comme le dit Sir Luc, ça n'est pas l'arrêt Maboirima, disons, qui fait la démocratie américaine. Une minute. C'est plutôt la démocratie américaine qui donne au Chief Justice Marshall son audace jurisprudentielle. Comme pour dire que tant qu'il y aura au sein de la Cour des personnalités teintées d'une dose de la démocratie, d'une dose de catéchisme démocratique, la démocratie congolaise va faire en sorte que la Cour joue réellement son rôle. Et je voudrais chuter, parce que le confrère a invoqué la jurisprudence de la défunte Cour suprême de justice en matière de constitutionnalité. Heureusement que pour le confrère, il n'a pas pu consulter une autre jurisprudence de la même Cour. L'arrêt Erconst 37/TCR, communément appelé l'arrêt démophique, à la requête de M. Démophique pour contester la prolongation de l'organisation du second tour de l'élection de 2006. La Cour a conclu en ceci. Les ministères publics entendus déclarent inconstitutionnelle la décision de la commission électorale indépendante en ce qu'elle fixe les second tours de l'élection présidentielle au 29 octobre 2006, c'est-à-dire au-delà de délai constitutionnel. Bon. Et donc, la même Cour avait décidé que de telles prolongations, au-delà des délais constitutionnels, sont inconstitutionnelles, à moins qu'il y ait un revirement, comme il est dit. Maître Kodio, est-ce que vous voulez rencontrer très rapidement les préoccupations de votre confrère en ce qui concerne les débats sous examen? Je suis très heureux. Moi, je parle en fonction des sources. La hiérarchie des normes juridiques veut qu'il soit invoqué la Constitution, la loi, les coutumes, la jurisprudence et ensuite les principes généraux de droit ou la doctrine. Dans mon argumentaire, je cite les sources ayant autorité. Je suis content que mon confrère m'informe d'une autre jurisprudence en contradiction avec une jurisprudence de la même Cour. Justement, c'est pour cela que nous avons salué l'arrivée d'un juge professionnel en matière de constitutionnalité. Parce que la Cour suprême de justice était à la fois une juridiction ordinaire qui traitait à la fois de la cassation, qui traitait à la fois en tant que Conseil d'État et qui était Cour constitutionnelle. En Grèce, il y a une haute cour spéciale, justement, qui fait la synthèse entre les décisions divergentes d'une juridiction qui serait le matin un Conseil d'État, qui serait le matin de compétences administratives et le soir de compétences judiciaires. C'est la même chose également qu'il y a eu à un moment donné dans les débuts de la Cour du Conseil constitutionnel français qui subissait la rigueur, la rigidité du juge suprême de la cassation et du juge suprême administratif du Conseil d'État. Et justement, ce travail
d'harmonisation des jurisprudences divergentes, c'est ça justement l'œuvre que doit faire le juge constitutionnel. Et je suis heureux que vous et moi, nous ayons ces jurisprudences et qui alimentent davantage la nécessité de pouvoir interpréter si le dépassement de délai est constitutif d'empêchement dans l'un des cas, ou si, pour des circonstances objectives, comme je viens de le dire, ce n'est qu'une question de procédure. Donc, la Cour, c'est important. Et donc, pourquoi voulons-nous aller dans l'intérim? Parce que vous parlez d'empêchement. Qu'est-ce que nous y gagnons? Je suis toujours dans mon lexique de droit constitutionnel. L'intérim, c'est une solution provisoire adoptée en vue de favoriser la continuité d'une fonction publique nominative. Et l'exemple qui est donné par Pierre Avril et Jacques Giguel, qui sont mes professeurs à la Sorbonne, c'est celui du président de la République. Qu'est-ce qu'on gagne? Parlons droit constitutionnel. Si le président de la République en exercice partait et qu'on ouvre l'intérim en cas de vacances, supposé, c'est le président du Sénat qui vient. Mais ce président du Sénat ne sera pas en mesure de démettre le gouvernement. Il ne sera pas en mesure, ça c'est l'article 75 de la Constitution, il ne sera pas en mesure de nommer les chefs d'état-major général, ni les ambassadeurs, ni qui que ce soit. Et nous devons savoir que le gouvernement est une émanation de la majorité et l'Assemblée nationale a encore son mandat de plein exercice jusqu'en 2017. Février 2017. Qu'est-ce que nous gagnons à décapiter le régime comme si tout le problème du Congo n'était lié qu'à la personne? Je ne dis même pas l'institution, parce que finalement c'est ça. En France, on ne déclare pas la vacance. Je peux vous lire la Constitution française que j'ai ici. On déclare l'empêchement. Parce que dire que la clé de voûte, qui est institution président de la République, le poste de président de la République est vacant. Ça veut dire le temps que vous allez chercher le président du Sénat pour qu'il puisse venir prendre le pouvoir, quelqu'un d'autre peut sursauter pour dire, OK, il y a vacance. Non. Même la France ne parle pas de la déclaration de la vacance de pouvoir. Et cela est rencontré dans les travaux préparatoires signés par les personnalités dont je parle, qui évitent un vide juridictionnel. Pourquoi voulons-nous aller dans une situation provisoire, parce que c'est ça la définition de l'intérim, alors que la Constitution, si on ne veut pas interpréter, dit que ce président en exercice reste en fonction jusqu'à ceci. Maintenant, jusqu'à l'installation de prochain. Maintenant, la question de droit... Mais comment mettre un terme à ce reste en fonction là? C'est combien de temps? Justement. Est-ce qu'il ne faut pas aller aux élections carrément pour trouver des élus qui doivent remplacer ceux qui sont là, qu'il s'agit dans des assemblées délibératives, tout comme au sommet de l'État? Vous posez une très belle question qui est rencontrée par Louis Favoreux et Wanda Mastor, parce qu'il m'a dit que notre expérience institutionnel ne nous a pas permis d'avoir un président ou un ancien président en exercice qui serait sénateur. Donc on doit pouvoir se référer au droit comparé. La Cour constitutionnelle en France est considérée comme un sage qui peut ouvrir, 30 secondes. Qui peut ouvrir des situations exceptionnelles et qui sont contrôlées. Et ça, cela dépendra de ce que la Commission électorale nationale indépendante dira pour qu'il n'y ait pas des limites, qu'il n'y ait pas, une ouverture de chèque à blanc, sur des délais qui pourraient ne pas se terminer. Allez, je vais donner à vous tous, parce que vous êtes à égalité, d'après mon chrono. Je vous donne à chacun 1 minute 30, 1 minute 30. On termine l'émission. Nous avons débordé un peu par rapport je voudrais quand même... Allez-y. 2 minutes. Là, j'ai une transition. Ça n'est pas question de gagner quoi. C'est la volonté du constituant qui doit être respectée absolument. Je voudrais vous dire une chose avant de conclure. Que la République... Comme l'a invoqué mon confrère qui venait de dire qu'on ne peut pas décapiter la République. La République en elle-même, c'est une révolution. C'est ça ma conception de la République. Et quand je parle de la République, je fais toujours allusion aux marins de l'île des Saints qui, le 4 août 1789, avaient décidé de choisir la liberté et l'honneur
Et cette même nuit, l'Assemblée avait décidé de tout abattre pour tout reconstruire. C'est ce qui s'est passé au référendum de 2015 avec la Constitution 18 février 2006. Donc, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et ce qui est prévu doit être respecté. Et quand on parle des délais constitutionnels, on fait allusion à 90 jours avant la fin du mandat de la convocation du scrutin pour le président de la République. Oui, et à propos des députés, des sénateurs, des gouverneurs, ils peuvent continuer jusqu'en 2030? Non, écoutez, non, on doit organiser l'élection parce que l'élection, c'est l'une des fonctions, l'organisation de l'élection, c'est l'une des fonctions régaliennes de l'État. Parce que c'est par les élections que le peuple souverain, n'est-ce pas, agit. Maître Kodjo, comment pensez-vous mettre fin à l'éternel glissement? Si glissement il y a, même si la Constitution n'utilise pas le concept, mais en parle de manière voilée, comment mettre fin au glissement des mandats des élus dans les institutions, selon vous? Le juge constitutionnel... Parce que vous savez, en droit, il y a la théorie de l'usure de pouvoir. Plus on est là, plus ça pose problème, qu'il s'agisse des députés, des gouverneurs, des sénateurs. Comment mettre fin à cela? C'est justement pourquoi il y a un mandat déterminé. Le juge constitutionnel... Un peu de volume. Le juge constitutionnel est garant de l'ordre constitutionnel et tout ce qu'il fait entre dans l'intérêt de l'ordre constitutionnel. Et donc, on ne peut pas prendre le risque, comme à l'époque en Espagne, avec le général Franco, qui avait fait une fraude à la Constitution. Il a déclaré un état d'urgence ou de siège qui empêchait justement le Sénat et l'Assemblée de pouvoir se réunir et qui donnait le pouvoir aux juridictions militaires. Et donc, il a déconstitutionnalisé la Constitution sans que les institutions habilitées, Assemblée nationale et Sénat, puissent venir rétablir l'ordre. Et donc, si nous parlons de vacances, il faut que nous soyons conséquents, parce que même ce président du Sénat peut ne pas avoir le temps de prendre quoi que ce soit. C'est une hypothèse. Oui. En ce qui concerne la dernière question que vous avez soulevée, je vais revenir sur la numérologie constitutionnelle. Nous sommes à la 3e République. Le Sénat est à la première législature de la 3e République. Avec 9 ans. L'Assemblée nationale est à la 2e législature de la 3e République. 4 ans. Et le président de la République, on veut le faire passer, le président de la République, pas la personne, on veut le faire passer à la 3e mandature, ok, de la 3e République, alors que le Sénat est encore là. Moi, si je dois donner un conseil, si je peux, parce que la Cour constitutionnelle peut prendre des expertises, c'est écrit dans la loi. Oui. Si je dois donner un conseil, on garde la légalité des institutions, et on commence par rétablir la légitimité selon la légitimité la plus ancienne qui a été perdue, celle des sénateurs, des assemblées provinciales. Leurs légitimités ne sont pas du même degré. Je suis désolé, merci. L'un de premier et l'autre de second. Merci, très chers téléspectateurs, pour l'intérêt que vous avez accordé à ce débat beaucoup plus technique, vous l'avez senti, mais beaucoup plus enrichissant aussi. Je m'en voudrais si je ne disais pas très sincèrement merci à Maître Éric Bilalé, qui se trouve être l'assistant permanent du secrétaire général adjoint du MLC en charge des questions stratégiques et politiques. Fidèle Babala, c'est un député donc de ce parti de Jean-Pierre Bemba. Maître, merci de votre éclairage technique en tant que juriste, chercheur en droit constitutionnel. Merci de tout cœur. C'est moi. Merci aussi à Maître Kodjo Ndoukouma Adjaï, qui se trouve être aussi chercheur, juriste et chercheur, membre du PPRD. Merci pour votre éclairage. Merci surtout de m'avoir fait honneur. Je vous ai fait venir de Paris, où vous vous trouviez. Quand je vous ai envoyé un SMS pour cette émission, je ne savais pas que vous étiez au pays. Vous êtes déplacé. Je suis très honnête pour vous dire merci. Merci aussi à Maître qui a beaucoup d'occupations. Maître Éric, qui est venu pour la deuxième fois dans cette émission. Je voudrais également insister sur le fait que le public doit savoir que tous ceux que vous considérez comme grands en matière politique, en matière juridique, ont peur du débat. Ils veulent débattre seul à seul avec des journalistes. Nous les invitons tous les jours pour nous éclairer sur ces questions. Ils ont peur. Il faut que vous les sachiez. Je ne veux pas les citer parce qu'ils me menacent souvent, mais nous les invitons à venir débattre, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Nous les invitons toujours. Mais votre émission, vous l'aurez toujours. Il y a beaucoup de matières et nous aurons des experts de tous les domaines pour